quand elle appelait, je ne peux plus décrocher jusqu'à 18 heures. Bonjour, Monsieur Beaupère. Bonjour, Monsieur Balot. Comment vous allez? Bonjour, Monsieur Balot. Comment vous allez? Comment vous allez? Bonjour, vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Parfait, parfait. Alors, une seconde, s'il vous plaît. Recording in progress. Voilà. L'ajustation. Parfait. Donnez-moi une instant, je vais dire. Voilà. Cet écran enregistre. Allez-y. Masquer. Voilà. Voilà. Je me connecte. Voulez-vous changer d'écran? Oui. Alors, il est l'heure, on va commencer. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre 11e épisode des webinaires sur la neutralité carbone. Je suis Zavounon Donald, chargé de projet éducatif à Solar Solutions, une entreprise qui est orientée sur la neutralité carbone et qui offre des services liés à l'énergie solaire. La vision de Solar Solutions est de faciliter la transition énergétique des populations de la sous-région ouest africaine. Solar Solutions a pour mission d'offrir des services liés à l'énergie solaire et de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone, toujours dans la sous-région ouest africaine. Depuis un certain temps, nous organisons des webinaires pour sensibiliser les populations sur les efforts qu'il faut faire pour atteindre la neutralité carbone. C'est donc dans cette optique que nous nous retrouvions ce soir pour parler du thème « Quel mode de transport pour être carboneutre ?» Quel mode de transport pour être carboneutre? Et pour mieux nous entretenir sur le sujet, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés M. Reynald Balot, doctorant en géographie et en aménagement du territoire, qui pourra partager avec nous son expérience et son parcours. Mais en attendant de lui donner la parole, nous aimerions rappeler à tous les participants d'attendre la fin de son intervention pour poser vos questions. Vous aurez le choix entre écrire vos questions directement dans la discussion ou tout simplement en levant la main pour qu'on puisse désactiver votre micro. Bonsoir, Monsieur Balot. Bonsoir Donald et bonsoir à tout le monde. Alors, comment vous allez? Super bien. Je vais rapidement prendre la main pour partager mon écran si cela vous convient. Oui, ça nous convient. Sauf que j'ai pas la main là. Share les screens. Alors, c'est bon. C'est bon. Alors, je repars dessus. Avez-vous à présent mon écran éventuellement? Oui, on a votre écran. Si vous pouvez d'abord vous présenter aux participants avant de Bien sûr, bien sûr, développer. bien sûr,
bien sûr. Vraiment plaisir. Alors, rebonsoir à tout le monde. Je suis Reynald Ballot. Je fais un doctorat sur le numérique et les mobilités partagées en Afrique de l'Ouest. Mon cœur de travail, c'est de plutôt voir dans quelle mesure le numérique peut-il être un support, un tremplin pour améliorer les conditions de déplacement des populations. Et dans ce cadre, je dirige aussi l'entreprise Renis, qui est propulseur de la plateforme Air Mobility, dont je vous parlerai sans doute dans le détail de ma présentation. L'objectif de ce jour étant d'intervenir sur un sujet d'actualité. Aujourd'hui, on parle des crédits carbone, on parle aussi de dispositifs disséminés un peu partout. Et l'objectif de mon intervention est de parler un tout petit peu de tout ce qui pourrait toucher surtout les modes vertueux de déplacement. Dans ce contexte, notre entreprise est beaucoup plus axée sur le développement de solutions numériques et nous avons à notre actif des solutions, notamment Air Mobility Pro, qui sont dédiées spécifiquement au transport de personnes. Et on a une branche d'autopartage qui est inclue également, qui est incluse dans cette plateforme. Par ailleurs, on s'intéresse aussi à la marchandise, à la logistique, et c'est ce pourquoi nous avons développé Aircolis et Aircolis Pro, qui sont des dispositifs, des plateformes que nous allons lancer dans les meilleurs délais. Ceci étant, on est dans un contexte aujourd'hui où un objectif international portant sur le rapport du GIEC depuis tant d'années a montré que nous arrivons à un seuil de soutenabilité du climat que nous avons, qui serait de plus en plus compliqué. On aurait des jours et des jours, on aura plus de jours où il ferait plus de 40 degrés en Afrique de l'Ouest. On passerait de 60 à même 100, 160, 180 selon les chiffres de l'AFD récemment publié. Et donc, du coup, l'objectif de tous ces pays-là qui font partie des COP ont pour, je vais dire, attachement à réduire leur impact écologique. Elle s'inscrit notamment dans les règles de la COP 21, de l'accord de Paris. Et cela, ça s'inscrit notamment dans les différentes stratégies nationales, des outils de planification disponibles dans chacun de ces pays de la sous-région à l'horizon 2050. Et on constate très simplement que l'une des conséquences les plus rapides de cette émission de CO2 que nous avons, même si la part de l'Afrique est totalement insignifiante, parce que sur toute la production de CO2 que nous avons au niveau mondial, l'Afrique n'émet que 7%, ce qui est complètement insignifiant. Bon, on peut quand même dire que le secteur des transports représente à peu près 26% de ces émissions-là que nous avons au niveau de la sous-région. Toutefois, on peut constater dans ce tableau ici, dans les graphiques, que l'Afrique subsaharienne est beaucoup plus exposée en matière de pollution de l'air, qui touche très rapidement aux nouveau-nés. Et donc, par conséquent, on a plus de 500 000 nouveau-nés qui passent au trépas du fait notamment de la pollution de l'air. Donc, on peut considérer que cette problématique devient de plus en plus cruciale et rentre maintenant dans une démarche de grand intérêt. De même, en s'intéressant toujours à cette partie de la pollution, on constaterait très simplement, selon les travaux de Save for the Planet, qui spécifie notamment que les véhicules de particuliers représentent à peu près 60% de part des moyens qui mettent le plus en circulation. On peut constater que c'est vraiment de manière graduée. On retrouve aussi que les transports de marchandises contribuent également à cette quote-part de production d'émissions de CO2 lors des déplacements. Et cela se dégrade en fonction du moyen de déplacement que l'on utilise. Mais encore une fois, il faut constater que avec le fait que les gens soient seuls dans le véhicule, eh ben, en moyenne, leur production d'émissions de CO2 est assez considérable. De ce fait,
On peut simplement se dire que oui, c'est très présent dans la circulation parce que oui, on est seul en véhicule, on a la pratique de l'autosolisme. Mais est-ce que sur l'aspect sécurité routière, qu'observe-t-on concrètement? On constate qu'il y a de plus en plus, par exemple, en prenant le rapport du SSATP en 2018, on a de plus en plus de temps de trajet qui sont effectués, le trafic devient de plus en plus dense. En moyenne, par jour, un salarié fait 2h30 le matin et 2h40 le soir pour pouvoir rentrer chez lui, concernant notamment les déplacements domicile-travail. Et par jour, en 2015, selon des études qui ont été effectuées, on a quand même, attention, on a quand même 35 000 francs de perdus par mois par chaque agent de l'État, chaque agent permanent de l'État. Cela équivaut donc à plus de 2 milliards qui sont perdus chaque année du fait des retards, du fait de la congestion que nous observons au quotidien. Et finalement, c'est toujours les véhicules de particuliers et les deux roues qui sont au cœur également du trafic densifié, de la sécurisation routière, où l'on enregistre des cas d'accidents les plus élevés. Cela débouche notamment à une question, en se posant simplement la question, mais comment peut-on donc aligner le secteur des transports sur l'objectif de neutralité carbone et quels sont éventuellement les leviers que l'on pourrait faire émerger. On constate aujourd'hui avec une dimension plutôt de responsabilité sociale des entreprises, on remarque quelque part qu'il y a une démarche systémique à mettre en place touchant la partie économique, sociale, environnementale, mais aussi sur l'aspect visibilité, c'est-à-dire la communication de ce que l'on fait en cette matière. Mais au cœur, ce que je voudrais rapidement évoquer, c'est que, en me concernant particulièrement, il y a l'aspect quand même des modes de déplacement qui se trouvent au cœur très rapidement. Donc, la mobilité est une question centrale quand on veut réduire la neutralité, quand on veut passer à une neutralité carbone. Et par conséquent, on peut tout de suite voir dans la chaîne de production, de par de la sobriété, mais aussi d'impact aussi considérable, on constate très simplement en termes de graduation qu'il y a une forme de possibilité de pouvoir réduire l'empreinte carbone, et parmi lesquelles on peut citer par exemple le transport à la demande, c'est-à-dire un peu comme les Gozem, mais aussi Yango et toutes ces formes de solutions. C'est comme des transports à la demande, mais à condition que ces transports à la demande puissent favoriser notamment un taux de remplissage assez considérable. L'autre chose aussi, c'est le report modal. Il faut parler des transports du TER. Le train est beaucoup plus écologique que toute autre chose. Et surtout, en premier lieu, le vélo. C'est très important. Mais au cœur de tout ça, ce que je voudrais quand même évoquer dans notre contexte social et notre contexte territorial, il faut quand même considérer que le covoiturage serait potentiellement une solution très avantageuse du fait de nos traditions de partage, mais aussi du fait des moyens de déploiement de ce dispositif. On peut également penser à ce foisonnement de solutions de transport électrique qui émergent dans la sous-région, qui peuvent potentiellement être des formes de réduction. Encore faut-il s'intéresser à la source de ces formes de recharge. En considérant très simplement le cas d'une comparaison sur un trajet domicile-travail annuel d'un salarié qui fait Abomey-Calavi Cotonou, on peut tout de suite voir que en étant seul, en pratiquant de l'autosolisme, on émet en moyenne 2 tonnes de CO2 à l'année. C'est là amène à s'interroger en se disant, oui, mais bon, oui, c'est ce que je produis, mais en passant au covoiturage, qu'est-ce que l'on émet finalement? On peut bien rapidement voir qu'une voiture thermique avec 3 passagers à bord, eh ben, l'on arrive à 75% de réduction de l'impact carbone pour 4 salariés qui partagent le trajet pour aller au travail. Donc, c'est quand même considérable de ce point de vue si vraiment nous voulons agir sur l'aspect réduction de carbone. On peut essayer de réduire. L'objectif, c'est d'abord d'atténuer. On se rappelle bien des objectifs. Donc, c'est vraiment de parvenir à l'atténuation de ce que nous faisons. Et par conséquent, on remarque très bien que même la voiture électrique, que ce soit en covoiturage ou sans covoiturage, la quantité d'émissions reste toujours identique. Et ça, c'est selon des sources de données fournies par l'ADEME. C'est pour cela, au vu de tous ces points
qui sont identifiés sur les différents territoires. Nous avons pu faire émerger, sur la base des études de terrain, mais aussi des données chiffrées, une plateforme co-construite avec des utilisateurs d'une communauté qui s'appelle Air Mobility, dont je suis le dirigeant. Et aujourd'hui, nous avons 15 000 membres sur cette plateforme disponible sur tous les stores, dont l'objectif est très simplement quoi? De mettre en relation les conducteurs et les passagers afin de partager le trajet commun. Il suffit simplement que les conducteurs postent leur annonce de trajet, que ce soit en occasionnel ou en régulier, et les passagers, quant à eux, réservent le trajet et peuvent faire le trajet en toute sécurité. Toutefois, nous sommes dans un contexte assez particulier où des superstitions ont été, pendant de très longs moments, ont trouvé place dans l'imaginaire social, de la nécessité de prendre en considération l'aspect sécurité. Et c'est ce qui nous a conduit notamment à intégrer la vérification des pièces d'identité, le suivi des trajets, des paiements sécurisés, mais surtout de permettre à ce que les trajets soient assurés. Et ça, cela se fait grâce à notre partenaire NCA Assurance qui couvre tous les trajets, domicile-travail, mais aussi les trajets longue distance. Je vous remercie pour l'attention et je reste à l'écoute de vos éventuelles questions concernant cette intervention. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Ballot. On est vraiment heureux pour ces éclaircissements. Alors, à présent, nous allons affiner la compréhension de tout un chacun. Alors, nous irons peut-être pas à pas. Commençons par la compréhension du transport écologique. Alors, qu'est-ce que le transport écologique et comment définir un moyen de transport qui est à la fois respectueux de notre environnement, mais également de ses habitants? Bon, transport écologique, oui, c'est quand même une notion qui se démocratise davantage aujourd'hui. Quand on parle de transport écologique, c'est d'abord une forme de transport qui, l'objectif premier est de minimiser son impact sur l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut limiter l'émission de polluants, il faut limiter la consommation d'énergie. C'est très important. Et c'est cela qui constitue de manière plus basique, quand on parle de transport écologique, c'est vraiment ça le vrai sens. Et on peut aussi faire le lien avec la notion que j'appelle un peu un transport qui est écolo, mais qui est aussi surtout logique. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, en considérant les options de transport écologique et leur impact sur notre environnement, alors, quels sont les moyens concrètement qui sont écologiques que les populations pourraient utiliser et qui pourraient toutefois répondre à tous leurs besoins? Hmm. Alors, je ne dirais pas la meilleure des manières de se déplacer aujourd'hui, c'est euh, oui, c'est de manière plus aisée, ne pas dépendre des contraintes et quelconques, c'est vraiment de se déplacer seul. On le faisait auparavant. Mais bon, pour pouvoir arriver dans une démarche aujourd'hui, dans un transport vertueux, écologique vertueux, le premier moyen, c'est d'abord de passer par la marche à pied. Quand on veut vraiment faire de courtes distances, il y a aussi cette distance de tolérance par rapport à son point de destination. C'est ce qu'on appelle souvent le premier kilomètre, le dernier kilomètre. Avec quel moyen de transport le fait-on? Le premier moyen de locomotion que nous avons tous reçu de manière égale en tant qu'être sur Terre, c'est la marche à pied. Toutefois, il faut considérer que quand on est dans un espace densifié, il faut prioriser le transport de masse. Et quand on parle de transport de masse, il faut s'intéresser notamment au train, au tram, au bus. Encore qu'aujourd'hui, il y a des compartiments de bus, il y a des bus thermiques, il y a des bus fonctionnant au GNV, c'est du gaz naturel, il y a des bus fonctionnant à l'hydrogène. Donc, aujourd'hui, il y a tout un panel de solutions dont on peut aussi évoquer le vélo. On a le vélo très simple, le vélo mécanique, mais aussi on a le vélo électrique qui se démocratise, hein, qui est un peu partout en Europe, en Occident, mais qu'on retrouve aussi en Afrique. Il y a le cas, par exemple, du Kenya qui en a développé récemment. En Côte d'Ivoire aussi, on a un bon acteur qui travaille beaucoup, monsieur Casque Vert,
un ami que j'ai rencontré à Dakar. Et on a aussi des véhicules électriques, des véhicules hybrides. Aujourd'hui, il y a tout un panel de solutions potentielles, mais surtout, c'est de penser réduction, émissions de carbone. Est-ce qu'il faut utiliser tous ces moyens en étant seul? Ce n'est pas la bonne façon de faire. C'est de penser à utiliser ces moyens tout en priorisant le covoiturage, c'est-à-dire le transport de masse. C'est à partir de ce moment on arrive vraiment à atteindre l'efficacité énergétique et l'efficacité en termes d'émissions de CO2 tant voulu. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, une autre question, c'est où se situe le Bénin en matière de neutralité carbone? Parce que le Bénin, c'est vrai, vous l'avez dit, on ne produit pas de grandes quantités de, de- de gaz à effet de serre, mais comment, en tant que communauté, en tant qu'individu, on pourrait quand même réduire considérablement l'impact de nos activités sur la production du gaz à effet de serre? Comment on pourrait réduire notre empreinte pour que notre cadre de vie soit plus écologique, selon vous? Alors, je lisais il y a de cela quelques... Attends, Pardon? Allô? Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous attend. Allez-y. Oui, donc je disais tantôt que il y a un rapport que j'avais lu récemment, mais j'ai oublié un tout petit peu, mais je crois que ça doit être le rapport du ministère de la Santé, qui évoquait comme quoi il y avait beaucoup de cas de maladies, de cancer du poumon, dû au fait de, de la pollution. Il faut quand même dire qu'au Bénin, on a en moyenne chaque année 900 000 véhicules, nouveaux véhicules immatriculés, y compris les reventes, hein. Au moins 900 000 véhicules immatriculés chaque année, y compris les deux roues et tout. Et cela amène à s'interroger, est-ce que parmi tous ces véhicules, à peine le parc automobile fait à peu près 5% de véhicules neufs? Dans la plupart de ces véhicules sont des véhicules d'occasion qui, malheureusement, quand on regarde aussi côté contrôle technique, on n'a pas une métrique de la pollution de chaque moyen de déplacement. Donc cela amène à s'interroger notamment sur véritablement ce côté pollution de chaque moyen de déplacement. Toutefois, je crois que lors de mon précédent séjour, il y avait la question des crédits carbone qui ont été pris en considération et l'ABE, l'Agence béninoise de l'environnement, exige aujourd'hui pour tout projet, déploiement de projet au Bénin, il faudrait avoir effectué une étude d'impact environnemental et tout cela. Donc, quelque part, il y a une prise de conscience locale. Il y a aussi le service de fonds de l'environnement qui travaille beaucoup plus dans ce secteur et qui travaille à amener, je vais dire, la sensibilité environnementale dans les projets. Mais au Bénin, je pense, à mon humble avis, que la problématique de la pollution et de l'empreinte carbone se situe beaucoup plus dans la mobilité. Et comme dans la plupart des pays de la sous-région, elle se situe beaucoup plus dans la mobilité. Mais aussi, on peut s'interroger sur les sources d'énergie que nous avons parce qu'on est encore au thermique. Pourquoi pas ne pas aller vers des énergies renouvelables, encore que ça coûte cher. Et quelle est la garantie pour que ça puisse être pour autant ancré dans les habitudes, et des subventions possibles? Il y a des chemins potentiels pour y arriver. Mais les voitures, par exemple, en considérant aussi cet aspect de solution au niveau du Bénin, on voit aussi les taxis Topa Topa qui jouent un rôle important aussi dans ce dispositif. C'est vrai que c'est une forme de déplacement pour, entre guillemets, les pauvres, mais en tout cas, c'est un transport en commun qui permet quelque part de limiter un peu le nombre de véhicules en circulation. C'est du transport de masse, même si c'est populaire, c'est pas tout à fait organisé, mais cela contribue quand même à développer les choses. Et je vais terminer sur ce point en évoquant que au Bénin, on a quand même une nouvelle loi qui est sortie. Je pense que ça fait déjà quelques années. Les véhicules électriques, l'importation de véhicules électriques est complètement exonérée
de fiscalité ou de douane. Donc, du coup, c'est quand même quelque chose qui est très encourageant dans le dispositif en ce qui concerne la place du Bénin sur ce société-là. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, parlons à présent maintenant de ces sociétés aujourd'hui qui se développent au Bénin et qui produisent des voitures électriques. Alors, quelles pratiques pourrait-on adopter si jamais on décide d'opter pour ces moyens de déplacement en tant qu'individu, en tant qu'employé ou même en tant qu'employeur qui pourraient quand même contribuer à améliorer la qualité de l'air? Quel intérêt on aurait? Par exemple, moi je pense que en toute honnêteté, les entreprises peuvent jouer un rôle fondamental en considérant l'aspect des véhicules électriques, des moyens de déplacement électriques qui existent. Il y a des véhicules de service. Pourquoi ne pas simplement prendre ces moyens de déplacement électrique et les mettre en autopartage au cœur de l'entreprise, afin que pour les déplacements les déplacements professionnels, qu'au moins qu'on puisse réduire l'empreinte écologique de ces déplacements qui sont parfois réguliers. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant que les entreprises pourraient faire. D'autre part, les entreprises peuvent également inciter leurs salariés à réduire leur impact, notamment en faisant du covoiturage. Il faut quand même comprendre que, on va dire, la source des bouchons que nous avons actuellement à Cotonou et dans la plupart des pays de la sous-région sont dus au déplacement au domicile-travail. Le cas du Bénin, c'est à hauteur de 83%, d'après le rapport du SSATP en 2018. Donc, quelque part, les entreprises ont un rôle à jouer. Euh, Bien que la décision politique doit être volontaire et exprimée et je vais dire accentuée véritablement. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ces sociétés qui pullulent aujourd'hui, ces sociétés qui produisent aujourd'hui à grande échelle des motos électriques, des voitures électriques, est-ce qu'elles ont une chance, une véritable chance de se développer au Bénin en tenant compte de notre mix énergétique? Nous sommes encore à l'essence, au gasoil et autres. Est-ce qu'ils ont réellement une chance de prospérer dans notre pays? Je pense que enfin, toutes les entreprises ont la possibilité de prospérer s'il y a l'adoption locale. À mon humble avis, c'est que leur succès dépendra du développement des infrastructures de recharge et de l'accessibilité de ces véhicules. Est-ce que en termes, quand je parle d'accessibilité, je parle du coût, je parle aussi des personnes à mobilité réduite, je parle aussi des pôles de recharge, des boutiques de recharge. Par exemple, au Rwanda et au Kenya, ça se démocratise rapidement. Il y a des points de recharge, des points de remise de batterie, de récupération d'une nouvelle batterie. Et les batteries fonctionnent de manière circulaire et n'ont pas forcément une propriété en tant que telle. Donc, est-ce que c'est de la même façon que ces entreprises fonctionnent dans notre sous-région, au Bénin par exemple? Je ne sais pas. Mais il faudrait aussi retravailler la source d'énergie parce que, à mon sens, c'est que cette énergie vient encore du réseau traditionnel, alors que le réseau traditionnel est plutôt alimenté par du thermique. Donc, quelque part, prendre de la pollution pour essayer d'alimenter une autre source qui, elle aussi, n'est pas totalement neutre en tant que telle, parce qu'elle a aussi une part d'émission, même si elle est totalement infirme au fil du temps. Mais il faut quand même considérer que la source, la dissémination des points de recharge, l'accessibilité, la source d'énergie, le recyclage du support de locomotion, eh ben, tout ça, c'est un enjeu majeur qu'il faudrait considérer dans le développement de ces entreprises. Et moi, je pense qu'il est intéressant, en tout cas, l'électrique, c'est quand même une belle solution aussi. Je l'ai testé et j'avoue qu'il y a du fun. Maintenant, face au fun, il faut aussi pouvoir mettre le portefeuille à côté, quoi, et pouvoir regarder et mixer les deux.
Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, quels conseils souhaitez-vous partager avec les co-citoyens de notre pays en matière de transport écologique pour leurs différents trajets? Que leur conseillez-vous en réalité? Est-ce qu'il y a un faux citoyen? Je ne sais pas, mais euh, ce que je voudrais simplement dire, peut-être des citoyens qui ont encore de la réticence, et c'est tout à fait normal d'avoir de la réticence et de ne pas suivre ce que tout le monde fait et d'avoir du temps, du recul. Mais est-ce que nous avons encore, juste ce qu'il faut essayer de rappeler, c'est que nous n'avons plus quelque part assez de temps de pouvoir nous dire que nous prenons du recul pour analyser de trop, et il fait partie des derniers à prendre la bac. C'est tout simplement que nous sommes à un moment où le niveau de pollution mondiale émerge. Mais avant cela, c'est la santé locale parce que les moyens de locomotion traditionnels que nous avons pilulent l'environnement et sont au cœur de la congestion que nous avons, qui nous font perdre du temps, qui nous font perdre de l'argent, parce que même le propre citoyen, eh ben, quand il passe du temps dans les bouchons, il perd du carburant de son véhicule, alors qu'on sait très bien le coût du carburant ne fait que croître. Donc, quelque part, il est important qu'on puisse changer de comportement, qu'on puisse passer à des modes vertueux, mais en s'assurant toujours qu'on le fait en toute tranquillité d'esprit, que cela ne soit pas une contrainte et qu'on puisse inciter ces gens-là à pouvoir le faire. Et mon message à l'endroit de ces différentes personnes, c'est beaucoup plus de d'être éco-citoyen, simplement. D'être éco-citoyen. Merci beaucoup, Monsieur Ballot, pour toutes ces différentes réponses. À présent, nous sommes arrivés à la phase des questions et réponses et nous serions très heureux de pouvoir entendre vos questions. Alors, Monsieur Ballot, pourrez-vous, s'il vous plaît, me redonner la main? Alors, j'ai une première question pour vous. Alors, la question a été posée par Monsieur Olivier. Il demande, pensez-vous que les transports électriques constituent pourrait constituer, je vous en prie, un danger futur plus grave que l'émission du gaz à effet de serre à l'heure actuelle. Plus grave. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas pu résoudre jusqu'à ce jour? C'est vrai que quand on prend un peu de recul, on se dit, ah, euh, science en conscience n'est que ruine de l'âme. Pendant des années, on a essayé de guérir des maladies, de fabriquer des vaccins et tout, mais on se rend compte que même les plus petites maladies reviennent encore et finalement reviennent encore plus fort qu'auparavant et qu'on n'a pas vraiment les moyens pour pouvoir y répondre. Euh, c'est une très belle question et j'irai chercher la réponse jusqu'au fond de moi-même pour pouvoir la sortir en étant totalement transparent. Euh, Aujourd'hui, c'est difficile de recycler des déchets. C'est très difficile de recycler, surtout des déchets. Par exemple, on a des réacteurs en France, mais c'est très difficile de recycler. Ces déchets-là, on les exporte ailleurs et puis c'est déposé un peu partout. C'est pareil aussi quand on fait de l'extraction de l'uranium, il y a des déchets qui sont existants et c'est radioactif. Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est difficile aujourd'hui. Il n'y a pas encore une vraie solution, mais je crois en l'ingéniosité humaine et je pense, même si aujourd'hui, lors de la visibilité d'un rapport, d'un reportage de France 24 sur les véhicules électriques en Chine, j'avais vu un dépôt au cœur de Shanghai, hein, un dépôt de près de 300 véhicules électriques, je veux dire, qui ont servi de transport urbain euh, et qui étaient déposés comme ça. C'est vraiment un dépôt de déchets, quoi, de véhicules électriques. Et quand on regarde ça, on se dit, mais d'accord, et au même moment, on a des véhicules électriques qui pullulent un peu partout. Euh, Finalement, on se pose la question de savoir, OK, mais où est-ce que ces véhicules électriques-là vont se terminer? Où allons-nous finir avec tout ça? On produit suffisamment de batteries et quand il n'y aura plus suffisamment d'énergie, est-ce que la source d'énergie, elle est renouvelable? N'utilise-t-on pas des ressources qui tendent à leur fin?
pour pouvoir encore, ne sommes-nous pas en train de simplement de continuer pas détruire la question, la réponse peut-être se trouve en chacun de nous. Il faut essayer de voir dans quelle mesure, si nous décidons de partir vers ces moyens électriques, il faut trouver le moyen par lequel on l'exploite pour pouvoir permettre à d'autres qui ne l'ont pas et qui sont à du thermique de pouvoir réduire leur empreinte carbone. Quand c'est partagé, quand c'est dans une vision partagée, on a un impact beaucoup plus considérable que de dire je le prends parce que oui, avant je produisais 2 tonnes de CO2 par an. Là maintenant, je vais passer plutôt à 200 kg de CO2. Je vais être seul au volant et je vais encore créer des bouchons qui vont encore faire perdre de l'argent et même la batterie aussi. Parce qu'à chaque fois que l'on décolle et que l'on revient, eh bien, il y a de l'énergie aussi qui se perd quelque part. Donc, à mon sens, c'est qu'il faudrait à un moment donné retravailler notre politique en se disant, oui, nous avons des véhicules électriques, mais il faut penser aussi à la destination de ces batteries qui aujourd'hui est inconnue. D'accord. Alors, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, je ne sais pas, en attendant d'avoir la prochaine réponse et d'avoir aussi la main, moi j'ai une question. Alors, est-ce qu'il y a des applications qui pourraient quand même permettre aux gens de gagner des points, de gagner de petits sous, rien qu'en optant euh, pour des transports écologiques? Est-ce qu'il y a de ces choses-là qui pourraient permettre aux gens, rien qu'en utilisant les transports écologiques, comme par exemple la marche, gagner des points et de savoir que leur activité là leur permet d'avancer? Est-ce qu'il Oui, y en a? oui, il y a des applications. Par exemple, l'entreprise dans laquelle j'interviens en France, on valorise beaucoup plus l'incitation. On est dans l'incitation à l'écomobilité. On a une application qui s'appelle WeFlow Afrique. Je vous invite à vraiment la télécharger très rapidement. Avec cette application, on détecte euh, quel est le moyen de déplacement que vous avez effectué, si c'est du vélo, si c'est de la marche, si c'est des transports en commun. Et on vous récompense, vous gagnez des points. Et grâce à ces points, vous pouvez récupérer des cadeaux, vous pouvez récupérer des bons de réduction. Et cela vous permet de pouvoir aussi avoir une consommation locale auprès des opérateurs locaux qui sont plutôt labellisés consommation locale plutôt vertueuse, biologique, quoi, quelque part. Donc, il y a aussi des applications qui permettent de pouvoir récompenser la marche. Par exemple, mon épouse utilisait la dernière fois une application où il fallait marcher euh, pour un quota donné dans leur entreprise. Et cela permettrait de gagner de l'argent pour donner à des associations ou des laboratoires qui font des recherches sur le cancer des seins. Donc, du coup, c'est quand même des choses qui émergent énormément et il faut les valoriser. Et nous sommes en train de l'intégrer aussi dans Air Mobility pour permettre à ce que chaque trajet effectué aujourd'hui puisse permettre de gagner des points. Nous le faisons d'une autre façon pour le moment, en récompensant par exemple les conducteurs de moto. Dès qu'ils font le premier covoiturage, on leur donne un bon d'essence de 2000 francs. Et quand ils font le covoiturage à voiture, on leur donne un bon de 5000 francs, leur permettant ainsi de pouvoir trouver de l'intérêt à adopter ce dispositif et à le disséminer pour les prochaines fois, quoi. Donc aujourd'hui, on travaille dans ce sens-là pour le rendre beaucoup plus large et beaucoup plus approprié aux populations de manière à avoir de la post-adoption de toutes ces solutions de mobilité. Merci beaucoup, hein. Donc, on a entendu, hein, chers participants, vous avez entendu, hein, il a parlé de WeFlow. C'est vrai que pour le moment, c'est un système qui est européen, mais on espère que très bientôt, il sera aussi installé en Si, si, Afrique. si, 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 si. Ça s'appelle WeFlow Afrique. C'est la version africaine de l'application qui est WeFlow Afrique. C'est ça, Oui, WeFlow Afrique. Donc, WeFlow on Afrique. vous encourage sincèrement à télécharger l'application et déjà à commencer par parler autour de vous de cette application, ce qui pourrait contribuer ainsi à réduire notre empreinte carbone. Monsieur Ballot, vous voulez me passer la même, s'il vous plaît? Euh, Alors, une je autre pense que question. je n'ai pas le contrôle sur l'élément. Vous pouvez essayer pour voir.
OK, d'accord. Alors, autre chose qu'on pourrait faire. Alors, c'est écrit dans le chat. Weflow Afrique. Alors, une autre question. Alors, j'ai une question par ici. Non, ce n'est pas une question. Alors, de toutes les techniques que vous aviez avancées en entendant que quelqu'un d'autre ne pose une question, laquelle de ces techniques est la plus écologique? C'est-à-dire, si moi je décide d'opter pour la technique la meilleure en matière de transport écologique, laquelle ce serait? Le vélo. Le vélo. Ouais. Le vélo, vous émettez 0 CO2. Non, mais c'est vrai, le vélo, c'est la meilleure solution. Je me souviens quand j'étais à Bordeaux, pendant mon stage de fin d'études, chaque jour, je faisais 16 kilomètres à vélo. Matin, j'avais 8 kilomètres. Le soir, j'avais 8 kilomètres. Le week-end, j'avais un ami brésilien qui faisait son doctorat à l'époque et qui, le week-end, on faisait 50 kilomètres encore à vélo. Donc, c'était très enrichissant. Et quand on le fait, on est bien dans la peau. Le matin, quand je venais au siège de l'ADEME, je prenais ma douche. En faisant le trajet de domicile pour le boulot, je prenais ma douche au boulot. Et c'était super bien parce que dans la journée, on se sent productif, on reste jusqu'à tard le soir, on ne sent même pas que la journée passe. On est motivé d'une autre façon. Le soir, c'est pareil. Quand on rentre à la maison, on a du tonus, on a envie de travailler encore, on a envie de faire des choses. Et puis, la journée ne s'arrête pas. On voit les choses autrement. Mais quid en Afrique? Le problème, c'est qu'il fait très chaud. Et est-ce qu'il y a des pistes cyclables? Aujourd'hui, on a du trafic local, entre guillemets. Et ce trafic local est réservé malheureusement aux deux roues. Et deux roues qui devaient être des vélos, eh ben, c'est devenu pour des motos qui, à 75%, sont profonds sur le marché, sont disséminés un peu partout sur le marché, sur le terrain. Donc, quelque part, on se demande, est-ce qu'on se sent en sécurité, dans un premier temps, de faire du vélo, alors qu'il y a zéro piste cyclable en vrai, c'est-à-dire des pistes où c'est uniquement le vélo qui passe par là et rien d'autre. C'est ça une vraie piste cyclable. Est-ce qu'on a ça au pays? On n'en a pas, même pas de 0,1 km. Et donc, finalement, quand on regarde les panneaux, enfin les pavés également, qui sont entremêlés et tout, la dernière fois, j'avais donné cette petite anecdote-là. En fait, c'était quoi le dispositif? Il y a mon professeur que j'avais rencontré, mon professeur qui m'avait encadré en licence, qui me disait, Reynald, je souhaiterais je lui disais plutôt que j'avais pour ambition de développer du transport de vélo, c'est-à-dire des vélos en free floating, c'est-à-dire des vélos en libre service que l'on pourrait trouver dans une zone donnée parce qu'on veut faire du déplacement pour partir d'un point à un autre point. On peut donc utiliser des vélos connectés par application et tout. Et il me dit, oui, mais c'est bien ce que tu dis. Mais la dernière fois, j'ai pris mon vélo, j'ai fait juste 2 kilomètres. Eh ben, j'avais partout qui était fondu au niveau des fesses. Donc, du coup, j'avais des plis partout. Désolé pour l'expression. Mais c'est quelque part pour montrer que il y a de la volonté, il y en a qui veulent faire du vélo, mais le chemin pour pouvoir le faire en toute sécurité est inexistant. Est inexistant. Et ça participe normalement aussi à une forme de bien-être, de cadre de vie, mais aussi de santé publique. Combien de jeunes font du sport? C'est quand même des questions qu'il faut se poser. Oui, c'est vrai. Alors, autre chose de très intéressant, c'est vu que nous sommes dans un contexte africain. En Afrique, une des réalités que nous avons ici la plupart du temps, c'est qu'il fait chaud. Alors, en Europe, c'est vrai qu'il y a tout le temps, on peut dire que le climat est doux. En Afrique, avec nos difficultés, vous voyez, on a travaillé toute la journée et le soir,
faire du vélo, est-ce que ce serait avantageux, sachant que la piste qu'on est censé prendre est bondée de motos? Est-ce que quelque part, on ne met pas notre vie en danger? Parce que ceux qui roulent à deux roues, parfois, ils ne font pas attention. Et ça pourrait être un danger pour celui qui est à vélo. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est sûr que la condition actuelle de se déplacer dans la sous-région en considérant que il y a une circulation relativement dense et aussi de l'incivisme dans la conduite, il faut quand même le dire, c'est très important. En code de la route qui ne se respecte quasiment pas. Dans de telles configurations, prendre le risque d'aller d'abord à moto, c'est incompréhensible. Et en plus de ça, euh, oser aller à vélo, ça pose des questions. Maintenant, il faut quand même dire qu'à la campagne, c'est des gens qui sont beaucoup plus écologiques, hein. Parce que pour pouvoir aller quitter sa maison et aller au champ, c'est pas avec une moto, c'est à vélo. Et c'est beaucoup plus écologique. Si éventuellement on a la volonté, il y a des petites ruelles de rue, les petites ruelles par lesquelles on peut passer. Là, c'est moins risqué. Mais quand on passe par les artères qui sont dédiées à une forte circulation, là, effectivement, on a un niveau de risque qui est plus conséquent. Il faut plutôt prendre par les Alors, artères merci beaucoup. secondaires. Alors, merci beaucoup, Ryan, pour ces différents commentaires que vous aviez que vous avez passés avec nous. Alors, déjà là, là, je regarde si quelqu'un a posé une question. Alors, une question qui est là, c'est comment expliquer à quelqu'un qui n'a aucune notion de neutralité carbone en environnement que la moto pollue plus que les voitures? Comment expliquer à quelqu'un qui a très peu de notions ou zéro notion euh, en neutralité carbone que la moto qu'il utilise, que les motos sont beaucoup plus polluants que les voitures, par exemple? Euh, Est-ce qu'on peut dire que les motos sont plus polluantes que les voitures? Ça dépend de l'état du véhicule, de l'état du moteur. Il y a des véhicules qui émettent moins de CO2 comparativement à d'autres motos. Quand vous prenez une moto qui, dès que l'on démarre, toute la pièce, toute la maison est bondée de fumée. C'est clair que de ce point de vue, euh, la moto euh, émet plus comparativement à la voiture. Toutefois, euh, l'état du fait que les véhicules sont, je vais dire, en total foisonnement, on a plus d'immatriculation de motos, hein, aujourd'hui. Vous sortez dans chaque coin de rue, il y a un vendeur de motos. Il suffit simplement aujourd'hui, en considérant que nous avons un oncle de village qui est analphabète et qui, il faut lui dire, tiens, il faut lui faire comprendre que la moto pollue énormément. Il faut simplement prendre un bout de papier, mettre au niveau de l'échappement, gazer un tout petit peu. Il va voir les résidus au niveau de la moto, du support. On fait peut-être l'exercice avec notre véhicule. Il verra la quantité de déchets projetés par l'échappement. Et tout de suite, cela lui permettrait de pouvoir se dire, est-ce que vous voyez ça? Tout ça, ça se propage dans l'atmosphère. Et ces particules fines, nous les inspirons. Et parce que nous les inspirons, ça fait du mal à nos poumons. Et c'est cela qui nous conduit à l'hôpital. C'est une manière plus simple de montrer aux gens que c'est comme ça fonctionne. Mais en dehors de nous faire du mal à nous-mêmes, eh ben, ça remonte dans le ciel et ça détruit cette membrane qui nous couvre
des effets néfastes du soleil. Et c'est ça qui fait qu'on a chaud. De manière aussi simple comme ça. Ça fait partie aussi du cycle de l'eau, le processus du cycle de l'eau, où tout ce que nous avons comme polluants repartent et puis nous reviennent aussi de manière plus simple. Et cela a des effets notamment sur les cultures, la photosynthèse et tout ce qui va avec. C'est vraiment cyclique. La petite action, qu'elle soit positive ou négative, a des répercussions beaucoup plus considérables. Et il faut faire attention à ce que nous faisons. Il y a certains qui disent ce que nous semons, c'est ce que nous récoltons. Eh oui, ce n'est pas faux. Alors, donc, Monsieur Aklogan, j'espère que vous avez satisfaction. C'est tout simplement en mettant une feuille blanche par-dessus l'échappement. Oui, et voilà, vous pourrez lui expliquer facilement. Eh bien, il vous remercie et nous voilà donc presque à la fin de notre événement. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Alors, en entendant, Monsieur Ballot, avez-vous un mot de fin à partager avec tous ceux qui sont sur cette plateforme aujourd'hui, mais tous ces gens-là qui vont voir la vidéo une fois qu'elle sera envoyée sur YouTube, avez-vous un mot à leur endroit et un mot de fin? Euh, Peut-être ce que je vais essayer d'évoquer, c'est que aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, on a pu créer Air Mobility, une manière pour nous de permettre à ce que les gens qui se déplacent matin et soir puissent se mettre en commun et faire des trajets. Un exemple très simple, ce matin, on a une dame conductrice qui a pris un monsieur dans sa voiture, qui sont partis de Akasato jusqu'au ministère de l'économie et des finances. On a une autre dame qui travaille au niveau de l'aéroport qui a fait le déplacement avec un autre à moto. Il travaille à Kajerun. C'est comme ça nous connectons des hommes et des femmes qui se rencontrent par solidarité, parce qu'ils ont envie de réduire leur coût de déplacement et parce qu'ils ont confiance en une plateforme sécurisée de par la PDP, mais aussi de par l'assurance, de par aussi la validation des informations reçues sur chacun. Et c'est cette communauté de solidarité que nous construisons. Et nous avons envie de la construire davantage parce que plus de 30 000 trajets étant partagés, on a pu réduire jusqu'à 50 tonnes de CO2. C'est ça ce que nous voulons faire. Et nous voulons davantage le faire avec vous, jeunesse, tout comme nous, afin d'impacter notre génération et de laisser quelque chose de potable pour nos enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, une dernière question, ça vient de Monsieur Olivier. Il demande à ce que vous rappeliez le nom de l'application pour qu'il puisse les télécharger, les deux applications, je dirais, pour la marche et bien évidemment euh, pour les transports en commun. Alors, Monsieur Olivier, il vous l'a mis, c'est Air Mobility et WeFlow. J'espère que vous avez les réponses. Alors, nous sommes à la fin de notre 11e épisode des webinaires sur la neutralité carbone et nous remercions tous les participants qui ont pris part à cet événement et tout particulièrement M. Ballot pour ses différentes interventions, les conseils qu'il nous a donnés en la matière. Alors, vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, et aussi retrouver les enregistrements de nos anciens webinaires sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous écrire directement par WhatsApp si vous désirez intégrer notre canal pour recevoir l'actualité concernant nos prochains webinaires au plus 229 60 22 94 94 plus 229 60 22 94 94 ou nous écrire directement par mail à l'adresse marketing@
solasolution.africa. Marketing @solasolution au pluriel, bien sûr, solasolution au pluriel.africa. Une fois de plus, merci à tous et à toutes et au revoir.